m'entendez? Oui, mais de loin. Mais comment est-ce que je vais faire alors? Parce que là, On l'entend, on peut audiblement écouter, mais On commence ça dans paraît une loin. minute. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, Alice, on t'entend. Bonjour tout le monde. J'ai essayé de changer le provider pour passer sur la 4G. D'accord, quand j'étais sur RTL et ça m'a créé des petites difficultés. Mais sinon, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour Alicette. La voix est bonne, donc je me fais bien entendre. Très bonne. Merci. Je vous entends aussi parfaitement. Juste une indication pour nos participants, nous allons commencer dans quelques minutes, juste le temps de laisser quelques participants de plus arriver. Donc, dans 5 minutes, nous démarrons. C'est bon. Edwige? Oui, nous sommes en live. Hein? Avec des petites coupures, mais sinon on entend. Bon. Recording in progress. Je vais vous demander de couper vos micros si vous ne parlez pas. Et au tout début, dans une minute, on démarre. Lorsque vous ne parlez pas, je vais vous demander de couper votre caméra par rapport à la connexion également. Merci. Moi, j'ai quand même un problème de son. Coupe Je voulais micro. m'assurer que vous m'entendez. Allô? On vous entend. Edwige, est-ce que tu m'entends? 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 Oui, on t'entend, mais il y a un micro. Il faut que tu coupes un de tes deux micros. Oui, ok. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les participants à ce premier webinaire du Bankers Club. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Je suis heureux de jouer le rôle un tout petit peu de modérateur pour ce premier webinaire. Mon nom est Kasakula Estimé. Je suis un praticien en finance digitale dans le paiement mobile depuis une vingtaine d'années
Et depuis un peu plus de 5 ans, je suis aussi expert en développement des systèmes de marché. Donc, nous allons commencer ce webinaire qui est organisé par le Bankers Club de la RDC à Kinshasa. Je vais d'abord fixer un tout petit peu quelques règles de conduite ou quelques règles de jeu. Tous les participants pourront poser des questions dans l'onglet questions-réponses. Certaines questions seront reprises au moment de la séance des questions-réponses et d'autres, notre équipe en bac pourra y répondre sur le même onglet. À présent, nous allons débuter notre session. Elle portera sur l'intelligence artificielle est-elle une menace à court et à long terme pour l'emploi dans le secteur bancaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à Madame Singa Félicité, qui est la présidente du Bankers Club et qui a une carrière dans les institutions bancaires et financières au niveau de cadre de direction depuis plus de 20 ans. En ce moment, Madame Singa est à la tête d'un cabinet conseil qui s'appelle EMAC. Je vais donc lui passer la parole et la laisser présenter un tout petit peu le cadre de notre session d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Félicité, on t'entend. Ah, ok. Voilà, merci, estimé. En fait, The Bankers Club, le club des banquiers en français, a été créé en 2019 à l'initiative en fait de quelques banquiers qui se regroupaient de temps en temps pour discuter un peu des problèmes que nous pourrions avoir dans le secteur financier. Le club en fait regroupe des professionnels du secteur d'actualité, l'objectif étant d'utiliser les connaissances et l'expérience des banquiers pour solutionner quelques problèmes s'il y en a. Comme le dit bien le slogan, c'est Inspiring and Empowering Others. Donc, inspirer et développer les acteurs du secteur dans lesquels évoluent les cadres dans les banques, dans les sociétés d'assurance, les institutions financières, microfinance et autres. Depuis la création de ce club, plusieurs forums et conférences ont été organisés. Il y a comme un écho là, je pense. Madame Félicité, je pense qu'on vous a perdu. Je ne sais pas s'il y a moyen de retester votre son, votre micro. Ce sont les aléas de votre technique. Là, vous m'entendez? Il y a un petit écho en arrière-plan. On dirait qu'il y a... Je disais donc... Il y a deux micros ouverts chez vous, Félicité. Là, ça va? Ça va déjà mieux, oui. Ok. Donc, je disais donc, je vais citer quelques sujets qui ont été mis sur la table lors de nos conférences. Nous avions les métiers des assurances, puisque c'est quand même un secteur
Je ne sais pas pour les autres participants, mais Madame Singha, on vous a perdu votre micro. Vous m'entendez là? Oui, Oui, on vous entend, mais veuillez fermer votre WhatsApp peut-être sur votre PC. je pense qu'on a un petit souci technique avec le micro de Madame Singha. En attendant de pouvoir régler ce problème, je vais peut-être poursuivre. On va revenir sur la présentation du Bankers Club un peu plus tard, mais je vais essayer de placer le contexte de notre webinaire de ce jour, qui porte sur l'intelligence artificielle perçue comme une menace pour les métiers au sein du secteur bancaire. En fait, dans cette période de la pandémie de Covid-19, on aura remarqué une accélération des processus de digitalisation au sein du secteur financier. On aura aussi remarqué l'émergence des acteurs nouveaux dans ce secteur qui ne sont pas forcément des intermédiaires financiers, il s'agit des fintechs. Et on a aussi constaté que la plupart des institutions financières, bancaires, de type bancaire et de type microfinance coopérative, ont également amorcé une transition numérique pour leur permettre d'améliorer la qualité de leurs services, pour leur permettre d'optimiser l'opérationnalisation de leurs activités. Ainsi, de plus en plus, on remarque que la digitalisation devient un élément incontournable dans le secteur financier. En conséquence, il est important de jeter un regard sur tout ce que emmène la digitalisation, notamment ici l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans le domaine financier permet aux acteurs de la finance de mieux segmenter leur base de clients, de mieux comprendre les habitudes et le style de vie de leurs clients, de pouvoir mieux ajuster et profiler les offres proposées à leur clientèle. Son importance, donc l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui est indéniable. D'un autre côté, c'est un changement de paradigme, c'est une transformation assez profonde qui peut soulever au niveau des acteurs, au niveau des employés des institutions financières et peut-être d'autres également, des questions en termes de l'évolution de leur métier, de l'évolution personnelle dans les différentes carrières. C'est pour ça que nos intervenants d'aujourd'hui, qui auront l'occasion de se présenter un peu plus en détail lorsque chacun d'eux prendra la parole. Nous avons M. Anissé Kabasele, qui est le directeur e-business de Ecobank. Nous avons Jérémy Lukusa, Associated Director Payment à Equity BCDC, et M. Albert Kabea, qui est directeur général adjoint d'Infocet. Ce sont des personnalités qui ont, on va dire, une surface professionnelle assez solide et qui sont, à mon avis, légitimes de pouvoir parler de la thématique que nous abordons aujourd'hui. Monsieur Anissé Kabasele parlera de ce qu'est l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, combien de sortes d'intelligence artificielle pouvons-nous rencontrer. Monsieur Lukusa parlera de comment les institutions financières ont-elles commencé à se préparer à cette nouvelle économie, à cette nouvelle façon de faire qui est en train de s'imposer sur le marché des institutions financières. Et M. Kabea parlera de l'intervention ou en tout cas de l'entrée dans cet écosystème des opérateurs technologiques qui proposent des solutions de fintech sans pour autant être des intermédiaires financiers. Donc, je vais vérifier le problème de micro pour revenir à sa présentation du Bankers Club. Autrement, nous allons directement passer la parole à M. Anissé Kabasele pour qu'il nous fasse découvrir un peu ce qu'il a préparé par rapport au webinaire de ce jour.
Madame Singa, si vous êtes là, je vais vous redonner la parole, mais sinon, Anissé, je pense. Oui, je suis là. Je suis là. Vous me captez? Oui, on t'entend bien, Félicité. Capitaux et financement du terrorisme. Je pense que Comme lors de cette conférence, nous avons discuté un peu du cadre légal et réglementaire et des sanctions en cas de non-conformité. Ensuite, nous avons eu à parler également lors d'une autre conférence des dispositions appropriées en matière de bonne gouvernance et d'audit. Et là, nous avons également parlé des sanctions en cas de non-conformité. Un autre des points à discuter, c'était les comptes correspondants. Quels sont les enjeux et les perspectives, étant donné que… Oui. Madame Singa, je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne à votre intervention peut-être un peu plus tard parce que la qualité du son n'est pas… OK. Donc, on va laisser Anissé commencer sa présentation et on reviendra peut-être en conclusion à la présentation du Bankers Club. Monsieur Kabasele, à vous. Merci, estimé. Je pense que tout le monde m'entend. Je salue tout le monde. Et là, nous allons discuter autour du thème de l'intelligence artificielle. Est-ce un danger pour le secteur bancaire? Est-ce une menace pour le secteur bancaire? Et je commence très rapidement avec, dans ce domaine, un quote, comme nous disons, de Elon Musk, que nous connaissons tous, qui est l'un des patrons des plus grandes entreprises, en particulier Tesla, qui dit que l'intelligence artificielle est fondamentalement un risque pour l'existence de la civilisation humaine. Mais d'autre part, pour nous, nous nous posons la question, est-ce que l'intelligence artificielle est un risque pour l'existence de la civilisation humaine, mais en même temps, est-ce que c'est un risque pour le secteur bancaire? Et quand nous posons cette problématique, ça nous permet d'aller à définir d'abord l'intelligence artificielle. John McCarthy, l'ingénieur John McCarthy, en 1956, définit l'intelligence artificielle comme la science et l'ingénierie de créer des machines intelligentes. Et cette conférence, c'est un peu l'acte de naissance de l'intelligence artificielle comme domaine de recherche de manière autonome. Mais quand on décortique cette définition de l'intelligence artificielle, on essaye de prendre un certain nombre d'éléments. C'est une forme d'informatique utilisée pour créer des machines intelligentes capables de reconnaître la parole, on voit la reconnaissance vocale, les textes, on voit la détection des textes, les objets, on voit la détection des objets, d'apprendre, de planifier, de résoudre des problèmes comme les êtres humains. Donc, il y a la résolution des problèmes, l'apprentissage des problèmes à partir des données reçues. Ensuite, planifier une approche pour les tâches futures à accomplir. Donc, on retient que ce sont des machines intelligentes, donc c'est bien souligné, pour résoudre des problèmes comme les êtres humains. Ce qui revient à dire qu'il faut quand même clarifier quels sont les champs de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'expressions qui sont dans le langage courant qui doivent être clarifiées et éviter les confusions. L'intelligence artificielle, nous comprenons, c'est une technique permettant aux machines de fonctionner, de se comporter comme des êtres humains. Mais à côté de l'intelligence artificielle, on parle généralement de l'apprentissage automatique et le machine learning. Machine learning, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui se concentre sur le fait d'amener les machines à prendre des décisions sur base des données que la machine reçoit. Ici, c'est des gros algorithmes qui permettent de faire ces différents calculs. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui arrive, la machine lit cette donnée par rapport au contenu de la base de données, sort une solution, donc prend une décision, et que dès que cette solution est confirmée, elle est validée, ça nourrit encore la machine et la base de données avec cette nouvelle solution. Donc, ça se nourrit par soi-même.
Est-ce que tout le monde entend Anissé? Moi, j'ai perdu le son. Oui. Il y a un autre sous-ensemble. Allô, vous m'entendez? Merci. Le Anissé, deep learning. Oui, est-ce que vous m'entendez? Là, maintenant, on vous entend. Merci. Le deep learning, par contre, c'est aussi un sous-ensemble de machine learning, de l'apprentissage automatique, qui utilise le concept des réseaux de neurones pour résoudre les problèmes complexes. Je vais prendre un exemple. Quand on prend un carré, quand on arrive au deep learning, la complexité de pouvoir comprendre c'est un carré fait que la machine demande, est-ce qu'il y a 4 côtés? Oui. Je simplifie pour besoin d'analyse. Est-ce que les 4 côtés sont égaux? Oui. Est-ce que les 4 côtés sont liés? Oui. Il vous dit que c'est un carré. Donc, on essaie de voir comment les neurones fonctionnent et on essaie de faire passer ce raisonnement sur les machines. Donc, c'est un peu cette partie de l'intelligence artificielle qui est comme une enveloppe où on trouve le machine learning, le deep learning et aussi d'autres domaines d'utilisation comme les bases de connaissances. Aujourd'hui, nous savons que les bases de données sont en train de grossir. On a la robotique, on a la vision par ordinateur. Google fait déjà ça avec Google Eye pour soigner la rétinopathie. On a des détections des objets. On voit Tesla avec ses véhicules qui détectent les objets pour pouvoir faire passer les véhicules sur la route sans chauffeur. On a le traitement du langage naturel où il faut détecter le langage pour pouvoir le codifier et faire des scripts. Et on a des systèmes experts. Et tout cela nous amène à voir que dans l'enveloppe intelligence artificielle, il n'y a pas que le machine learning, il n'y a pas que le deep learning. Et ça va au-delà parce que ça touche le domaine marketing, ça touche le domaine médical, ça touche un certain nombre de domaines pour pouvoir automatiser les tâches. Pourquoi l'intelligence artificielle est devenue un sujet aussi important? Parce que à l'époque, on n'avait pas la possibilité de stocker des très grandes bases de données. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Donc, on a des bases de données qui étaient, quand on évalue ça vers le 2017, de 44 zettabytes. Aujourd'hui, on parle de 44 zettabytes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la capacité des machines à raisonner pour le deep learning, à résoudre de gros problèmes. Parce que si on fait la différence entre machine learning et deep learning, c'est que machine learning, avec les ordinateurs que nous avons, on peut tourner des algorithmes, ça marche, mais le deep learning exige des machines super puissantes et des très grosses bases de données pour pouvoir comparer les informations, résoudre les problèmes complexes et donner des solutions. Alors, là, ça exige qu'il y ait des machines super puissantes, bien entendu. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle de pétaflops. Et les pétaflops, si on essaie de trouver une mesure, c'est que si je prends 200 pétaflops, ça fait 200 millions de milliards de transactions traitées par seconde. Ça, c'est 2018 déjà, on avait ça, mais 2020-2021, on a Fukuoka qui nous donne 415 pétaflops pour montrer la puissance des machines, pour montrer la taille des bases de données que cela peut traiter et la disponibilité de données. Ce qui fait que l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un terme qui est comme un buzz et tout le monde s'y attelle. On évalue aujourd'hui dans le secteur bancaire entre 30 et 35% des banques qui ont déjà adopté l'intelligence artificielle. Les gens pensent qu'on est allé très loin, mais on n'est pas encore allé très loin. Et c'est la crainte, c'est qu'au niveau des banques, si on n'avance pas très vite, beaucoup de banques vont disparaître d'ici l'horizon 2040, peut-être un peu plus tôt, mais les gens pensent à 2050. Quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? Nous avons tout ce que Google fait, la reconnaissance vocale, la reconnaissance des textes. Nous savons tous que quand on est en train de suivre une vidéo YouTube, on fait le transcript, on a le texte qui s'affiche. On a la cybersécurité où les algorithmes de machine learning peuvent utiliser des données d'échantillons assez importantes pour pouvoir détecter les anomalies et s'adapter et même répondre. On voit ça dans la cybersécurité et particulièrement la sécurité sur les sites web. On a le support client, la majeure partie du support de client est maintenant automatisé par l'intelligence artificielle, alors que les gens pensent que c'est de l'autre côté, il y a une personne qui répond. Et dans les secteurs bancaires, bien entendu, nous avons un certain nombre d'éléments et nous allons commencer par l'optimisation des processus. Nous avons la décision en matière de crédit, nous avons la fraude et le blanchiment d'argent, nous avons le trading et la gestion des patrimoines, nous avons le marketing, service à la clientèle, nous avons la sécurité et la conformité. Et nous savons tous
qu'aujourd'hui, dans le secteur bancaire, comme je disais, 30 à 37% des banques ont déjà embrassé l'intelligence artificielle. Mais l'idée derrière, c'est de pouvoir réduire les coûts, c'est de pouvoir augmenter les revenus et c'est de pouvoir essayer de pousser en termes de profitabilité. Ce qui implique qu'on automatise à outrance, qui est le premier point, automatisation des processus, de manière à réduire l'intervention humaine, de manière à réduire les erreurs, de manière à réduire tout ce qui fait la faiblesse humaine et la fatigue qui peuvent engendrer dans le traitement des dossiers. Alors, pour l'optimisation des processus, on a toutes les réclamations qui sont prises en compte aujourd'hui par comme on appelle le traitement de langage naturel. Vous soumettez un dossier de réclamation et c'est la partie intelligence artificielle qui lit le dossier, qui reconnaît les images, qui reconnaît le texte et qui teste, qui traite cette réclamation pour pouvoir vous donner la solution alors que vous pensez que c'est un humain qui a agi. On voit par exemple dans la décision en matière de crédit, quand on va hypothéquer sa maison, il y a un certain nombre d'éléments en termes de credit scoring, c'est-à-dire on essaie de voir l'éligibilité d'un client à recevoir le crédit, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a dans une base de données un certain nombre de dossiers, la manière dont les crédits sont dossiers, les risques que cela représente, de manière à ce que quand il y a un nouveau client qui demande, on compare tout cela à la base de données et avec le machine learning, on essaie de prendre cette nouvelle information pour faire la comparaison avec la base de données et dire si oui ou non il est éligible. Et le credit scoring aujourd'hui, il est très utilisé. Nous avons essayé de faire un projet avec l'une des sociétés de télécommunications de la place, par exemple, où il était question de remettre le micro-loan, le petit loan aux clients qui sont sur le mobile money. Il était juste question de pouvoir évaluer combien ils chargent sur leur téléphone, les habitudes de chargement d'unités d'appel, les habitudes de chargement de l'argent mobile sur le portefeuille électronique et les habitudes d'utilisation du téléphone. Et avec ça, on essaie de calculer comment la banque peut prendre la responsabilité de lui accorder, par exemple, $50 tous les mois, qui rembourserait mensuellement un certain taux. Et ce genre de décisions dans le credit scoring sont très utilisées au niveau de l'optimisation des processus. Bien entendu, quand on optimise, on réduit les segments du processus et ça réduit en termes de coûts, ça augmente en termes d'efficacité, mais nous savons que tout naturellement, les gens qui sont dans ce processus vont être réduits, ce qui représente un risque pour les gens qui font ce travail. L'adhésion en matière de crédit, nous l'avons dit, il y a la fraude et le blanchiment d'argent, où on utilise le deep learning, on utilise le machine learning pour pouvoir enregistrer d'abord dans la base de données toutes les données frauduleuses, toutes les données non frauduleuses, et que quand il y a une nouvelle transaction qui passe, on va comparer à cette base de données pour se rendre compte, est-ce que cette transaction ne serait pas éventuellement une transaction frauduleuse et donner un signal pour pouvoir répondre. Le blanchiment de l'argent, de la même manière, on essaie d'ajouter les bases de données de l'OFAC que nous connaissons, les terroristes, les organisations qui travaillent dans le blanchiment de l'argent, on a toutes ces listes et dès qu'il y a une transaction, la transaction revient dans la base de données pour comparer et pouvoir éventuellement prendre une décision. De la même manière, dans le commerce, dans l'optimisation des canaux, aujourd'hui, nous avons les canaux digitaux sur lesquels les gens travaillent déjà pour pouvoir justement permettre aux clients d'être servis là où ils sont, quand ils sont, de la manière où ils veulent et éviter qu'ils viennent tous en agence et remplir les agences. Donc, il y a cet aspect des choses qui intervient. Au niveau du marketing et du service à la clientèle, nous avons les chatbots qui sont des services spécialisés et personnalisés de manière à minimiser la charge de travail des centres d'appel. Et ce qui est important parce que le service à la clientèle passe aussi énormément par ces appels. Et puis, au niveau du marketing, on peut envoyer des messages personnalisés, spécialisés aux clients. Au niveau de la sécurité, la conformité, de la même manière, nous avons le cas, par exemple, de JP Morgan qui dispose d'une plateforme qu'on appelle COIN, Contract Intelligence. Et cette plateforme a la particularité de pouvoir traiter 12 000 contrats en quelques secondes. Or, quand on traite 12 000 contrats, il faut 36 000 heures pour les tester. Ça fait environ 4 ans ou 5 ans. Mais si vous pouvez lire les contrats et traiter 12 000 contrats qui auraient pu être traités à 36 000 heures si c'était une revue manuelle, ici, ça peut être traité en 2 ou 3 minutes avec le deep learning et avec le machine learning.
c'est énorme, mais le risque, c'est que ça a un impact sur les autres services de la banque, éventuellement les emplois qui s'occupent de faire ce travail, notamment la conformité, le contrôle interne, tous les différents départements qui interviennent dans ce site. Alors, bien entendu, cela représente des menaces et des opportunités pour pouvoir terminer, parce que il se fait que les gens viennent avec les applications comme service, comme on dit software as a service, les gens viennent avec des plateformes comme service, plateforme as a service, les gens viennent avec les infrastructures as a service. Aujourd'hui, les data centers commencent à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a le cloud computing, on nous donne les infrastructures comme service, ça coûte moins cher au lieu de disposer d'un data center avec son data center redondant, on passe dans le cloud. Ce qui revient à dire que quand les sociétés vont commencer, et les fintechs le font déjà, je pense qu'Albert est là, il peut bien expliquer, quand ils vont interfacer les fintechs, nous n'oublions pas que c'est des Financial Services Technology, quand ils s'interfacent et ils font ces plateformes comme service, cette infrastructure comme service, ces applications comme service, ils viendront avec des plateformes de fraude comme service, automatiquement, le domaine de la fraude passe chez un vendeur tiers, les régulateurs comme service, ça passe chez un vendeur tiers, les données, je viens de parler des data centers, les systèmes de paiement, même les core banking qui vont passer aux vendeurs tiers qui vont gérer ces plateformes pour les banques et les licences qui viendront avec. Automatiquement, tous les métiers qui sont reliés à ça sont menacés et la menace est réelle. C'est pour ça qu'en introduction, nous avons dit que Elon Musk a prophétisé, disons ça comme ça, mais la menace est réelle. Mais les opportunités dans ça, c'est que les gens devraient faire un gros effort pour se convertir et pouvoir s'assurer de la pérennité des services. Le futur de la banque en termes d'intelligence artificielle, c'est comme on dit, quantum computing, de l'informatique quantique, le edge computing, le cloud computing, pour pouvoir ramener ces éléments as a service, que ce soit application, software ou plateforme. Et le succès résidera, c'est que les banques puissent s'adapter à cela pour pouvoir composer les personnes, les processus et les données afin de travailler ensemble, parce que nous ne parlons plus d'information technology, nous parlons maintenant des data technology. Donc, l'adoption de l'intelligence artificielle pour les organisations, ce n'est plus un choix, c'est un impératif stratégique, avec comme impact des emplois qui vont changer, mais avec opportunité que les gens puissent s'adapter et pouvoir saisir ces nouvelles opportunités en se mettant à jour, en se formant pour pouvoir relever le défi. Donc, c'est en ça que je voulais partager ces éléments. Je vais laisser la plateforme aux questions. S'il y a des questions, nous les poser, nous serons heureux de les répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, brillante présentation, et surtout pour l'énergie que vous y mettez. On voit bien que vous avez une certaine passion pour le sujet. Si je peux résumer rapidement, il s'agit de l'intelligence artificielle qui consiste à donner aux machines la capacité de faire des analyses à partir des données enregistrées, d'en tirer des enseignements et de réagir en termes de propositions ou de décisions prises pour aider les institutions à améliorer leur fonctionnement et leur performance opérationnelle. Maintenant, avant de passer au deuxième intervenant, nous allons prendre quelques questions s'il y en a. La première question qui m'est transmise est quel serait le coût de l'adoption de l'intelligence artificielle en termes d'outils, en termes peut-être d'infrastructures et peut-être aussi en termes d'investissement humain si jamais il doit y avoir des transformations dans les carrières ou dans les métiers de la banque. Merci beaucoup. Aujourd'hui, selon les études, globalement pour les banques, on estime en termes de gains, pour les banques qui acceptent de passer sur l'intelligence artificielle, on estime les gains de manière globale à 450 milliards de dollars. Résultat des courses, visiblement à partir de ce genre d'études, on remarque que le coût est beaucoup moindre. Parce que quand on va sur le cloud, excusez-moi, je vais le dire, mais je développe et je fais les designs et le développement de sites web.
tous ces sites web que j'héberge, je les mets sur le cloud et ça me coûte beaucoup moins cher que si j'avais un serveur à moi que je vais acheter, faire le support, faire la maintenance et pouvoir le gérer moi-même, avoir des gens qui font des backups, avoir des gens qui travaillent dessus. Donc, tout ce coût-là, il passe où je paye 20 $ ou 25 $ maximum et le site est hébergé sur le cloud. Donc, il est question de voir quels sont les objectifs que l'on poursuit, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce que ça va coûter aujourd'hui si on le faisait in-house dans la société et voir par rapport à ce que le cloud donne. On a Amazon AWS, Amazon Web Services, on a Google, on a IBM, et on a Microsoft, etc., qui nous donnent ces coûts. Ensuite, comparer les coûts du cloud computing et comparer les coûts d'avoir ces équipements soi-même. Et nous savons aussi que quand vous avez un data center, vous devez en assurer la redondance. Vous devez aussi dupliquer le coût de vous assurer que du côté de la redondance, vous avez tous ces éléments en place. Mais par contre, quand vous avez le cloud, vous pouvez mettre votre site principal sur le cloud d'Amazon et le site de backup sur le cloud de Google. Et vous n'avez que les liens de télécommunication pour vous connecter et ça vous coûterait énormément moins cher. Donc, c'est ça l'approche. Maintenant, pour les clients, pour les individus, c'est étudier, apprendre les nouveaux métiers qui permettront aux gens de pouvoir s'adapter, de pouvoir gérer en fait toutes ces différentes transitions et ce travail qui doit se faire sur le cloud avec le edge computing et le quantum computing. Donc, c'est un peu ça qu'il faut voir en termes de gestion de ces coûts-là. Je pense que votre réponse a ramassé 2 questions. Je vais passer à l'autre question qui m'est adressée ici. C'est par rapport au contexte africain où la connexion, la pénétration de l'Internet reste assez limitée. Comment est-ce que cette nouvelle dynamique de l'intelligence artificielle pourra être adoptée aux pays africains ou en tout cas au marché africain? L'intelligence artificielle, ça fait peut-être le buzz aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle existe même avant 1956, quand John McCarthy a utilisé sa conférence pour pouvoir appeler cela intelligence artificielle comme domaine de recherche, comme je disais. Nous avons nos mobiles, nos téléphones mobiles, les smartphones, on est déjà dans de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons la 4G, ça accélère l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de passer à la 5G, ça accélère l'intelligence artificielle parce qu'on ne va plus utiliser les télécommunications afin de nous connecter au cloud. On a la fibre optique qui est en train de tourner dans toute la ville. Les pays africains se mettent à la fibre optique. La fibre optique, on n'a pas de perte de paquets, on n'a pas d'interférence quand le signal passe sur une fibre optique. On est déjà dans l'intelligence artificielle. Les grandes sociétés s'y mettent déjà, les sociétés pour lesquelles nous travaillons s'y mettent déjà avec la robotique, processing automation et tout ça. Tout le monde est en train de s'y mettre, même si on ne l'appelle pas comme tel, peut-être parce que c'est une terminologie que les gens n'ont pas encore saisie, mais tout ce qu'on fait tous les jours ici, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et tout ce que nous faisons dans le digital banking, une bonne partie, c'est déjà de l'intelligence artificielle, même si on ne le nomme pas comme ça. Mais l'avancée technologique va nous permettre d'y aller assez rapidement avec les télécommunications qui ont une très grande vitesse. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire, on est en train d'aller vite. D'accord, il y a une question qui est posée par un des participants au sujet de l'inquiétude effective de la suppression ou de la réduction des emplois dans les institutions financières à l'occasion de l'émergence de l'intelligence artificielle. Mais je pense que cette question pourra être peut-être adressée lorsque nous allons finir l'intervention de M. Jérémy Lukusa, qui, lui, va nous parler de la manière dont les institutions financières et bancaires se préparent à adopter l'intelligence artificielle comme outil de fonctionnement. Jérémy, à vous la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Alors moi, je vais aborder le sujet sur un peu le procédé, comment est-ce que les institutions financières se préparent à la nouvelle économie déclenchée par la diffusion des canaux numériques.
Alors, c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué dans différents forums. Et c'est aussi ici une occasion pour aborder cette question dans le temps qui m'est imparti. Alors, je pense qu'on va passer au suivant slide. Alors, ici, on est sur la perspective client. Il y a des constats majeurs qui sont faits. Alors, comme constat déjà, il y a tout ce qui est comme besoin des clients à rester connectés et de pouvoir faire des transactions à des heures qui sont non contraignantes. Donc, c'est-à-dire être capable de faire des transactions 24 heures sur 24. Donc, ça, c'est déjà un premier constat qui est repris comme besoin des clients. Ensuite, on a un deuxième constat majeur. Donc, si on peut continuer avec la présentation, s'il vous plaît, le slide. Voilà. Alors, il y a un deuxième constat majeur qui est lié à la recherche de l'optimisation face à des coûts de stratégie de croissance. Alors, les entreprises sont de plus en plus à la recherche d'accroître leur base clientèle, mais l'infrastructure en place ne permet pas forcément d'accroître cette base et continuer à servir la même base avec l'infrastructure existante. Donc, la recherche de l'optimisation des coûts est aussi un des constats. Et on a un troisième constat. Donc, le troisième constat qui est lié à la montée des néobanques. Donc, vous voyez, par exemple, avec toutes ces fintechs qui arrivent à fournir les mêmes types de services que les banques sont en train de fournir. Donc, ça aussi, ça fait partie des constats majeurs que nous remarquons sur le marché. Et on peut poursuivre avec un quatrième et dernier constat majeur, la recherche des revenus additionnels. Donc, bien sûr, toutes les institutions financières sont à la recherche des revenus additionnels. Et c'est ce qui permet de générer des revenus avec des nouveaux services, des services qui se passent, par exemple, sur des canaux numériques. Et donc, de plus en plus, cette orientation permet aussi à gagner plus rapidement, puisque comme nous l'avons dit dans le premier point, le besoin des clients à rester constant, disons connectés, et faire des transactions à des heures non contraignantes fait en sorte que même à 23 heures, à 1 heure du matin, il y a des clients qui peuvent faire des transactions. Et donc, ces transactions produisent des revenus additionnels pour les institutions financières. Et donc, on a un dernier point donc, qui nous montre pourquoi est-ce que des institutions financières décident d'investir dans les technologies numériques pour en fait rester compétitifs. Et on pense ces différents 4 points majeurs. Clairement, il y a un investissement qui s'est fait maintenant de plus en plus par tous les acteurs des institutions financières. Alors, nous venons de parler tout à l'heure de la perception de menaces auprès des employés. Vous remarquerez que je souligne bien en rouge que c'est une perception de menace. Et cette perception de menace se traduit généralement par des inquiétudes liées aux suppressions de postes de travail. Au-delà de ça, on a aussi la résistance au changement, puisque quand nous venons avec des nouveaux outils numériques, les collaborateurs sont déjà habitués à certains procédés manuels qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc, il y a une résistance au changement qui est constatée plutôt. Il y a la peur de voir le basculement des transactions vers des canaux numériques. Ça aussi, c'est une des perceptions que nous avons avec les menaces. Et tout ceci n'est qu'une perception, car le numérique a démontré ses avantages, notamment avec la pandémie liée à la crise de Covid-19. Donc, nous avons remarqué pendant cette crise de Covid-19, il y a eu des entreprises, par exemple, qui ont eu à faire faillite. Et il y a eu aussi des entreprises qui ont été résidentes parce qu'ils ont pu mettre des services en ligne. Et moi, je donnerai un cas pratique avec l'institution dans laquelle je travaille, par exemple. On s'est retrouvé dans une situation où il y a des agences qu'on devrait fermer. Il y a par exemple le centre-ville de Kinshasa. Ça, je précise la ville pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas au pays, qui a par exemple été fermé. Et donc,
des gens devaient faire des transactions, mais ils devaient faire à des endroits où ils ne savaient pas faire, ils ne savaient pas joindre le centre-ville de Kinshasa. Et donc, dans ces cas, par exemple, on a eu à constater que c'est grâce aux transactions qui ont pu se faire via les canaux numériques qu'il y a eu un moyen pour tous ces clients de transacter. Et donc, je pense qu'il y a un besoin des clients de rester connectés et de continuer à faire des transactions financières en ligne. Et c'est pour ça que j'estime que c'était au début une perception, mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de complémentaire, puisque même les responsables d'agence, tout le monde commence à se rendre compte qu'il y a moyen de basculer tout simplement vers des canaux alternatifs tels que les ATM, les agents bancaires, le mobile banking, les plateformes online, pour continuer en fait à être profitable et faire des revenus. Et ça, c'est aussi une facilité pour les clients puisque d'une manière ou d'une autre, il y a un changement en fait qu'il faut suivre. Car si on ne suit pas le changement, on va se retrouver un peu comme à l'époque avec BlackBerry ou Nokia qui n'ont pas forcément suivi le changement avec des écrans tactiles, avec le système Android qui venait rapidement. Donc, je pense qu'il y a lieu aussi pour les institutions financières à s'adapter à tous ces différents changements. Alors, pourquoi j'ai parlé des perceptions et que je vais lier avec tous ces différents changements, c'est que nous faisons comprendre de plus en plus à nos staffs que il y a un changement de métier. Ça, on peut le voir avec le suivant et dernier slide. Donc, il y a un changement de métier, en fait. Les gens ne perdent pas leurs emplois, puisque je vois qu'il y a une question qui avait été posée sur la suppression des emplois. Non, en fait, les gens ne perdent pas des emplois. Prenons le cas, par exemple, d'une agence de banque. Ce qui se passe, c'est que l'agent à la clientèle verra son métier évoluer. Donc, là où il donnerait, par exemple, à un client son solde, communiquerait son solde, le client peut lui-même voir son solde à partir de l'application. Mais lui, ce qu'il ferait, c'est être plutôt un conseiller à la clientèle. Donc, il y a des catégories des services qui nécessitent une assistance que lui se verra faire. Et donc, on passera tout simplement à une migration de métier et on ne sera plus sur un système de transaction où le client est libre de le faire seul. Et pour les institutions financières aussi, ça permet de contrôler les charges et d'accroître sa base clientèle plus rapidement. Donc, l'humain est toujours là. D'un point de vue technologique, même quand nous mettons de technologies en place, nous gardons toujours l'humain pour certaines tâches. Donc, je pense que sur le marché, on remarque de plus en plus comment est-ce qu'on est en train d'orienter les clients vers les canaux alternatifs qui montrent un peu ou qui traduisent les stratégies des institutions financières à se déployer rapidement. Donc, j'ai cité tout ce qui est réseau de parc, disons le parc ATM, les agents bancaires ou qu'on appelle agency banking dans certaines institutions, qui en fait sont des points de proximité. Et même pour accroître l'inclusion financière au niveau du pays, la stratégie d'aller avec le agency banking permet de faire à ce que même le monsieur qui avait peur d'entrer dans une banque ou qui se disait que la banque c'est pour les riches, il n'y a plus cette complexité. Donc, il peut tout simplement aller dans un point de proximité et faire exactement les mêmes opérations qui peuvent même se faire à des heures élargies, puisque si l'agent bancaire est dans une alimentation qui ferme ses points à minuit, il a la possibilité de faire ses transactions à des heures élargies. Et le mobile banking, les plateformes online banking, il n'y a plus de contraintes géographiques pour faire nos opérations. Les opérations peuvent se faire en étant n'importe où sur la planète, si je dois dire comme ça. Donc, en résumé, donc c'est le point qui est lié à la perception de menace, qui en fait ne l'est pas, mais il y a juste une complémentarité. Donc, je reste ouvert pour des questions quant à ce. Merci beaucoup, Monsieur Lukusa, pour votre intervention et votre présentation qui est assez claire. Si je peux en tirer les grands axes, c'est que
l'intelligence artificielle au niveau des institutions financières et institutions bancaires se traduit plus en termes de transformation digitale, de transformation numérique, en termes d'optimisation des processus opérationnels avec leur impact sur la performance financière des institutions, en termes d'élargissement de l'accès aux services bancaires par les consommateurs, ce qui implique une accélération de la croissance de la base adressable de clients des banques. C'est une possibilité aussi d'offrir des produits nouveaux aux clients et une possibilité de développer des nouvelles lignes de revenus pour les institutions financières. Cependant, la perception d'inquiétude ou la perception de menace, elle reste réelle. D'ailleurs, les questions qui suivent portent plus sur cet aspect-là, où on se demande un tout petit peu, même si vous le dites, que les métiers sont appelés à évoluer et que les agents des banques sont appelés également à faire évoluer leurs compétences par rapport à ces nouveaux paradigmes qui émergent. La question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est mis en place par les institutions ou par le secteur pour permettre aux employés de s'adapter à cette nouvelle transformation qui est en train d'arriver? D'accord. En termes d'accompagnement, oui, généralement, ce qu'on fait, il y a des formations sur les nouveaux procédés digital banking. On part toujours par des explications qui commencent toujours par montrer l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on est en train de migrer vers ces différentes solutions et quel est l'avantage aussi pour l'institution? Je donne un cas. Lorsqu'on se donne, par exemple, des objectifs d'atteindre une grande masse clientèle, ce sont des objectifs qui concernent toute l'institution. Alors, je pense que accueillir, par exemple, 1 million de personnes dans une agence, ils savent que ce n'est pas possible. Et la meilleure façon d'y arriver à cela, c'est à partir de la technologie. Donc, c'est là un des points de départ. Arriver d'abord à expliquer aux collaborateurs pourquoi est-ce que ces stratégies sont mises en place. Et ensuite, il y a un accompagnement qui est fait, notamment sur la partie risque, procédure. Et je pense que tout part en fait de la communication. C'est arriver à communiquer avec les staffs, avec les employés, leur montrer pourquoi est-ce que nous sommes en train de mettre en place ces différents procédés. Et cela aide à élucider toutes ces zones d'ombre qui sont liées aux craintes des pertes d'emploi. Bien sûr, des craintes qui pourraient être réelles, mais je pense que de plus en plus, notamment sur certaines institutions, on a même des staffs qui réclament de plus en plus la digitalisation des opérations, par exemple. À l'époque, il y avait les opérations manuelles. C'est par exemple l'exemple qu'Anissé disait, pour lire 12 000 contrats, il fallait 36 000 heures et que maintenant, on peut le faire en 2-3 minutes avec l'intelligence artificielle. C'est pareil pour quelqu'un qui serait, par exemple, dans un service de réconciliation et qui doit réconcilier plus de 10 000 comptes en 1 heure. Et je pense que ce sont des personnes qui, de plus en plus, nous demandent même de mettre en place des logiciels qui permettent de faire ces réconciliations de manière automatisée. Ils voient aussi que cela permet de réduire les risques d'erreurs, des pertes financières. Donc oui, pour moi, tout est basé sur la communication qu'on fait durant cet accompagnement et l'implication même des staffs, parce qu'ils doivent être impliqués dans ce nouveau mouvement que moi j'appelle l'ère du digital. Donc j'espère avoir répondu à ce point. Oui, Jérémy, vous avez probablement répondu de votre propre perspective, mais ce qu'on observe notamment sur d'autres marchés comme en Europe, la transformation digitale résulte en une fermeture massive des agences bancaires. Ça veut dire, quelque part, ce sont des emplois qui sont supprimés. Ça, c'est une question qui est posée et on se demande est-ce qu'on ne va pas arriver à ce même résultat dans nos marchés africains? Bon, déjà, le marché africain, vous remarquerez que en termes de pénétration du mobile banking,
Aujourd'hui, on a déjà quasiment 40 millions d'utilisateurs de GSM, rien qu'en RDC. Alors, je pense qu'en termes d'outils numériques, lorsqu'on compare par exemple la pénétration du mobile et on compare la pénétration par exemple du secteur bancaire, on peut déjà voir une forte différence. Donc pour moi, est-ce qu'il faudrait comparer de la manière dont la fermeture des agences, par exemple, se font au niveau de l'étranger? Peut-être pas, puisque je dirais que la banque traditionnelle au niveau de l'Europe est déjà bien ancrée et parfois les personnes partent même à la banque sur des rendez-vous. Mais il y a eu une mutation des métiers. Alors que nous, ici, pour le moment, les gens partent à la banque parfois juste pour des vérifications de soldes. Or, on a peut-être besoin de ces staffs sur d'autres postes de travail. Donc, moi, je crois que ça ne va pas contribuer à des pertes d'emploi, mais ça va plutôt contribuer à la transformation de métier. Un travail qui est manuel aujourd'hui, qui devient automatisé, on aura besoin d'un contrôleur pour vérifier comment est-ce que le système fonctionne, est-ce que les choses ont été faites comme il faut. Et il y a des nouveaux postes aussi qui s'ouvrent, puisque en étant sur le digital, ça permet par exemple pour une institution financière d'accroître sa ligne de produits. Donc on aura besoin des personnes aussi qui devront travailler par exemple sur des nouvelles lignes de produits. Donc voilà un peu. C'est entendu, mais il y a des questions un peu peut-être plus pratiques qui viennent de l'auditoire. C'est notamment, nous sommes dans un pays où la majorité de la population est quand même à faible revenu. Est-ce que les institutions financières ont prévu des mécanismes d'accompagnement ou de soutien aux populations à faible revenu pour continuer d'accéder ou de bénéficier des services financiers? Ici, la question qui vient en dessous, c'est celle du coût d'accès à l'Internet et du coût d'accès au crédit téléphonique. Si désormais les utilisateurs doivent passer par Internet et par le téléphone mobile pour effectuer des transactions, est-ce que ce n'est pas un coût additionnel sur le coût des transactions elles-mêmes? Alors, sur ce point, effectivement, c'est vraiment une question intéressante, mais je dirais surtout pour une certaine couche de population à faible revenu, je crois qu'il y a plusieurs institutions financières en RDC proposent des solutions maintenant sur le USSD qui ne nécessitent pas, en fait à nos clients d'avoir soit des crédits téléphoniques ou de l'Internet. Et l'accès à cette solution peut se faire pour tout ce qui est feature phone ou tout ce qui est aussi smartphone. Et donc, l'idée d'aller vers ce type de technologie USSD, c'est pour répondre au fait à l'accès à son menu mobile banking sans forcément posséder de l'Internet. Donc, c'est une alternative voilà, qui permet d'accéder à son compte. Merci bien, Monsieur Lukusa. Donc, nous avons bien compris votre présentation et comment est-ce que les institutions financières et bancaires sont occupées à s'approprier l'intelligence artificielle en tant qu'outil de digitalisation des services et produits financiers. Nous allons maintenant donner la parole à un autre intervenant qui, lui, est plutôt dans la FinTech. Comme je l'ai dit en introduction, ça veut dire que dans le secteur financier, on a des nouveaux acteurs qui ne sont pas intermédiaires financiers, mais qui offrent des solutions technologiques pour arriver à réaliser des transactions financières, soit entre les institutions elles-mêmes, avec des clients ou avec d'autres entités. Je vais donc laisser la parole à Albert Kabea pour qu'il nous fasse sa présentation. Albert, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Rebonjour. Voilà, donc je vais faire une présentation sur le rôle des fintech avec, si vous voulez, une approche plus RDCienne, de RDC, sur le marché de la RDC. Et la problématique qui m'est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce que les fintechs se positionnent-elles dans le paysage numérique chez nous,
et cela, effectivement, pour apporter de manière très fonctionnelle des vraies solutions au secteur bancaire pour accroître l'inclusion financière. Alors, maintenant, la question qui se pose, et quand on a suivi en fait l'intelligence artificielle, ce que c'est, est-ce une opportunité ou une menace pour les institutions financières traditionnelles, les fintechs, parce que les fintechs sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc, les banques utilisent aussi l'intelligence artificielle. Alors, il peut y avoir effectivement des zones de concurrence, et comme il y a énormément de zones de complémentarité, nous allons les voir tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, donc je reviens. Oui, la slide suivante, s'il vous plaît. La slide suivante, s'il vous plaît. On était déjà parti. Voilà. Les technologies fintech en question, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ce que je vais, donc, au niveau de la technologie financière en RDC, on est plus orienté sur le mobile payment. Quand on veut parler, en fait, réellement du secteur le plus développé au niveau de l'intelligence artificielle en tant que tel que nous la voyons ou tel que nous percevons cela en RDC, on voit effectivement au niveau des banques et au niveau des télécoms une orientation en fait vers le paiement mobile. Tous convergent un peu vers le paiement mobile avec d'autres applications qui sont complémentaires, mais vous voyez très bien que et les banques et les télécoms aujourd'hui et même les fintechs sont en train réellement d'aller vers les paiements mobiles. Mais en backup, bien sûr, il y a effectivement un certain nombre de briques technologiques que nous amenons sur le cloud, avec effectivement donc les analyses de transactions, la surveillance sur la sécurité, ainsi de suite. Donc, mais je préfère effectivement me recentrer sur ce qui est le plus utilisé, ce qui est le plus visible par la population aujourd'hui et indirectement ce qui est le plus demandé en tant que tel, même si les autres technologies sont plus ou moins en backup de manière en fait beaucoup plus douce. Alors, la slide suivante. Alors, depuis 2005, c'est toujours bien de se remettre un peu dans la perspective historique pour bien comprendre d'où on vient. Quand on connaît d'où on vient, on peut directement voir vers quoi on se dirige. Donc, on a eu une arrivée progressive plutôt par les banques et les télécoms donc depuis 2005, sur un marché qui était un peu dérégulé. Donc, je vous avoue que j'ai été la première personne quand j'étais chez RTL, j'étais le premier à être rentré en contact avec la Banque centrale pour pouvoir en fait réguler tout ce qui est mobile payment. Et on a vu effectivement qu'il y avait un écart terrible au niveau des lois. Il y avait des vides juridiques terribles. Et à l'époque, RTL était le président du syndicat des télécoms, donc j'étais bien placé pour orchestrer un peu tous mes partenaires, que ce soit Vodacom et autres. Et donc, quand il y a vide juridique, forcément, c'est du darwinisme. Donc, les forts dévorent les plus faibles, juste pour une question d'avancée ou de survie. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure que nous avancions avec la Banque centrale, nous avons compris effectivement que derrière, il y avait une coopération difficile avec les banques, entre les télécoms et les banques qui, en fait, avaient des velléités de développer leurs propres applications vers leurs propres applications de paiement ou de transfert d'argent. Alors, donc, les fintechs aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a aujourd'hui un taux de bancarisation encore faible, mais boosté par une croissance forte des comptes mobile money. Donc, on voit très bien effectivement que les comptes mobile money ont permis en fait une inclusivité très très forte. Je crois qu'on doit avoir aujourd'hui 10 millions, près de 10 millions de comptes, si je ne m'abuse, et pratiquement des comptes bancaires ou des comptes entre guillemets financiers ou des mobile wallets. Et donc, ça devient quelque chose de très prenant sur le marché. Et les banques aussi s'y sont mis parce qu'ils se réveillent, enfin. Et la Banque centrale, en fait, se réveille aussi parce que elle a mis en fait en place un switch national. Alors,
Et ce qui est bien, c'est que l'évolution de la Banque centrale, enfin, la mise en place du Suisse national de la Banque centrale a permis, dans le business model que la Banque centrale a voulu, de laisser une place aux intégrateurs ou aux fintech congolais, au même titre que les banques et les télécoms. Ce qui amène en fait, qui disrupte un peu les certitudes que les banques avaient ou que les télécoms avaient sur leur marché. Et donc, et ce qui donne en fait une concurrence très accrue sur les opportunités qu'on peut voir, mais qui en fait n'est pas une concurrence qui vise essentiellement quelqu'un, mais une concurrence naturelle en se disant, bah, il faut que je me développe là-dedans, il faut que je prenne plus de place, parce que si je ne prends pas de la place, bah, l'autre prendra la place et je risque de me retrouver dehors. Alors, la régulation, depuis un certain temps, a essayé de s'adapter là-dessus avec le code numérique qui en parle, mais c'est encore très faible parce qu'on ne peut pas vider tous les vides juridiques. Il y a des grosses briques qui ont été mises en place, mais il y a aussi des pans vides entiers qui laissent les acteurs un peu tout seuls. Et donc, je pense que le gros souci qu'on a aujourd'hui au niveau de la RDC et au niveau de nos autorités et des institutions que nous avons, c'est de pouvoir se poser la question, quel est le business model que nous voulons pour notre propre pays? Et je pense que là, la question n'a pas été posée et la réponse n'a pas été donnée. L'impression que ça me donne, c'est qu'on est en train d'avancer en mode opportuniste. Et forcément, quand on avance en mode opportuniste, ben, on laisse des faiblesses. Et donc, du coup, l'inclusion financière qu'on souhaitait véritablement faire dès le départ ou depuis 3, 4, 5 ans commence à s'essouffler un tout petit peu parce que tout simplement, on n'a pas réellement, toutes les institutions et tous les acteurs n'ont pas réellement une vision partagée du business model macro en tant que tel. Et c'est à l'État, effectivement, de pouvoir, entre guillemets, imposer, insuffler et inciter pour qu'il y ait un business model et que tout le monde se retrouve, du pays, bien sûr, hein, et que tout le monde se retrouve sur la même page et qu'on sache exactement, ma liberté, elle commence là, elle s'arrête là. Et au-delà, c'est mon voisin qui aujourd'hui occupe la place. Et il faut dire aussi que les banques ont fait beaucoup d'efforts, et ça donc je souhaite le dire. Les banques ont fait beaucoup d'efforts dans l'approche au niveau des intégrateurs ou au niveau effectivement des fintechs. Les fintechs ont commencé seuls, ont commencé à disrupter le marché. Certaines banques se sont dit, écoutez, au lieu de les laisser comme ça, on les approche et on essaye de travailler avec eux en bonne intelligence. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe un peu moins bien. Bon, c'est les relations humaines. Et d'autres ont complètement fermé la porte, ont refusé de pouvoir travailler avec les fintechs locaux. Et eux travaillent soit avec leur fintech, ils travaillent soit en interne, en créant des laboratoires en interne de la banque, ou soit, si c'est une banque étrangère, travailler avec des fintechs du pays d'origine. Donc, forcément, ceux qui créent des marchés ailleurs, mais pas chez les Congolais. Donc, il y a tout un modèle à mettre en place, et ça, je pense que si l'association des bankers peut initier réellement des forums là-dessus de manière à ce que l'État et les privés se mettent d'accord sur le modèle du pays. Quel est le modèle? Est-ce qu'on prend le modèle sud-africain? Est-ce qu'on prend le modèle tanzanien? Est-ce qu'on prend le modèle kényan? Est-ce qu'on prend le modèle ghanéen pour être qu'en Afrique? Et quel est le modèle vers lequel on peut aller et qui peut nous, par rapport à l'espace que nous avons, à la population que nous avons, à jumper, à réellement faire un saut d'un arbre à l'autre pour pouvoir développer l'inclusion financière. Alors, maintenant, en parlant des fintech, on voit très bien que c'était vraiment une vraie opportunité pour tous, parce qu'au départ, les fintech en fait se connectaient aux banques directement et se connectaient aux telcos. Bon, ils travaillent avec les banques, ils travaillent avec les telcos. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la banque centrale arrive et dit, voilà, même si vous travaillez avec les telcos, même si vous travaillez avec les banques, moi, les banques et les telcos, je les unis autour de mon switch national. Et tous les fintechs qui sont liés à vous peuvent le rester, mais j'ouvre la porte pour que les fintechs congolais, entre guillemets, soient capables de pouvoir
de pouvoir en fait se connecter au switch national directement. Alors, à travers ce schéma, vous voyez très bien que d'un autre côté, sur la gauche, vous avez les banques, sur la droite, vous avez les telcos, et en bas, vous avez l'opportunité que la Banque centrale de nos fintechs locaux de pouvoir se connecter directement sur le switch, comme les banques et les telcos, et de pouvoir adresser automatiquement des services au niveau de la population, que ce soit sur les services de distribution ou du FMCG, que ce soit sur la gestion des taxes, que ce soit sur les frais scolaires ou les frais de santé, que ce soit sur les grands facturiers comme la SNEL ou la Régie des eaux. Donc voilà, en fait, ça s'ouvre. Mais le gros souci que nous avons aujourd'hui, c'est que l'infrastructure peine réellement à se mettre en marche, parce qu'il y a des frottements entre certaines habitudes du passé qu'on veut garder et des incertitudes vers les nouvelles habitudes qu'on doit prendre par rapport à la dynamique du marché. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons, pour une population de presque 100 millions d'habitants, nous avons 60 millions d'habitants qui sont concernés et qui peuvent transacter, qui sont dans le potentiel de transacter. Et les fintechs apportent un adjuvant nécessaire pour l'accélération en fait, des transactions. Moi, je suis une banque, je donne un exemple, je suis une banque X. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir atteindre toutes les écoles de la RDC, ok. Donc indirectement, tous les élèves et les professeurs, hein, donc 23 millions d'âmes. Je n'ai pas la possibilité d'atteindre, de pouvoir, comment dirais-je, se me connecter directement à toutes les institutions de l'État et donner des plateformes de paiement de taxes. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir effectivement travailler de manière exclusive avec tous les facturiers. Donc, le pays est grand et je pense que c'est en association les banques, les fintechs, l'État, qu'on pourra effectivement arriver à développer cette inclusion financière qui est tant demandée et puis surtout cette accélération en fait des transactions que permet en fait les fintechs parce que tout simplement, vous savez, en économie, la formule est simple. Hein, la masse monétaire, c'est égal à la monnaie multipliée par la vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, $1 qui change chaque fois demain, 1000 fois demain, c'est $1000 à la fin de l'année. Donc, et ça, c'est très important dans les croissances financières d'un pays. Et puis non seulement ça, ça permet effectivement de retirer des acteurs économiques importants du grey market, donc, et les faire entrer en fait dans le marché, dans les marchés officiels qui sont les marchés bancaires. Donc tout le monde a y gagné, et je pense que si on voit les dernières croissances qu'on a eues avant le Covid des banques, on était à des croissances de près de 20%. Donc ces croissances de 20% ont été une dynamique complémentaire entre les banques et les telcos, okay, et qui, quelque part, ont trouvé des terrains d'entente et se sont mis ensemble pour pouvoir avancer. Et on a vu un développement croissant, des fortes dynamiques. La dernière année, qui est l'année de référence en 2019, je crois qu'on a dépassé les 20% de croissance. On arrivait à des chiffres consolidés bancaires qui se retrouvaient autour de pratiquement, si je me rappelle bien, 9-10 milliards. Donc, ce qui est important. Donc, je pense que les fintechs aujourd'hui, en dehors des telcos, parce que je mets les telcos de côté, mais les fintechs aujourd'hui, qui sont des pure players RDC, vont être l'adjuvant nécessaire pour encore augmenter cette vitesse en fait de la monnaie, pour augmenter la masse monétaire. Voilà. Alors, donc, on va passer à la slide suivante. Voilà. Oui, pardon? Un peu rapidement. Rapidement, je suis déjà à la fin. Donc aujourd'hui, je vais passer très rapidement. Les fintechs adressent plus les entreprises et les PME et les connectent aux infrastructures financières. Et donc ça, c'est très important. Et les fintechs font des choses que les autres ne peuvent pas faire. Okay? Je peux donner des exemples rapides. Les petits marchands, des coiffeurs, que ce soit des brasseurs qui ont plusieurs comptes, qui veulent avoir des applications qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir vendre en ligne ou vendre sur le camion la boisson et prendre l'argent.
ils le font grâce au FinTech. Et donc, ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur le terrain. Les banques coopèrent et c'est très bien. Et je souhaite qu'ils le coopèrent de plus en plus parce qu'effectivement, ils ont compris que la masse monétaire qu'ils gèrent augmente vis-à-vis de ça. Nous allons chercher de l'argent qu'eux ne peuvent pas les prendre. Et ça, c'est très important. Alors, on peut passer la slide? Alors, la dernière slide, c'est aujourd'hui, quels sont les secteurs les plus demandeurs en RDC? La santé, l'éducation, les taxes, les services à la population, j'en ai parlé, et la distribution. Si demain, l'État, les banques, les fintechs se mettent d'accord, et les telcos se mettent d'accord effectivement à mettre en place un business model d'adressage de ces secteurs, je pense que la RDC, d'ici 5 ans, sera une autre RDC. Et donc, mon grand espoir, c'est qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve un vrai business model avec chacun des rôles précis pour qu'on puisse avancer. Voilà, je crois que j'ai terminé. S'il y a des questions, je suis ouvert. Merci beaucoup, Albert, et merci pour cette présentation. Personnellement, j'aime beaucoup le séquencement des 3 interventions parce que la dernière intervention d'Albert illustre suffisamment, si c'est encore nécessaire, ce qu'on pourrait appeler la digital disruption dans le secteur financier. Ça veut dire il y a un acteur un peu nouveau, un peu inattendu, qui a suffisamment de recul sur les problématiques technologiques et qui, en fait, a l'ambition d'emmener un peu plus d'agilité dans le secteur financier où les pratiques traditionnelles sont, somme toute, de manière générale, un peu rigides. C'est comme ça que moi, je comprends le rôle des fintechs dans le secteur de l'activité des institutions financières. Et aujourd'hui, comme on le dit, nous sommes à l'âge d'une connectivité perpétuelle. Il faut donc capitaliser, comme a dit Albert, sur la connectivité de tout le monde en tout moment pour accélérer les échanges financiers, les échanges commerciaux, en notant que l'augmentation du volume des échanges est en soi un enrichissement pour l'économie. Cependant, il y a une question, et je pense que cette question est essentielle, c'est la problématique de la protection des données des utilisateurs. L'entrée en jeu des institutions ou des acteurs qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas agréés par la Banque centrale, donc qui ne sont pas forcément soumis à la gouvernance des institutions financières traditionnelles, que deviennent les données des clients qui sont en train d'être véhiculées à travers ces différentes solutions numériques que proposent les fintechs, en connectant bien entendu plusieurs acteurs, plusieurs types d'acteurs des écosystèmes. Vous avez parlé des sociétés FMCGs, vous avez parlé des écoles, vous avez parlé de la santé, vous avez parlé des grands facturiers. Ça veut dire qu'il y a un flux de données qui passe d'un univers à un autre. Est-ce qu'il y a un cadre de protection? Comment est-ce que la gouvernance de la gestion des données des utilisateurs est assurée de votre perspective en tant que FinTech? Mais je pense que cette question peut s'adresser aussi aux autres panélistes qui viennent plutôt du secteur bancaire. Bon, merci estimé pour la question. En fait, je pense que le nouveau gouvernement, avec le nouveau ministre du numérique, a mis l'accent sur le cadre légal. Et j'ai eu la chance de participer aux ateliers qui ont mis en place le nouveau code numérique qui est passé au Parlement. Effectivement, l'accent a été mis sur la protection des données des utilisateurs, de manière à ce que tous les acteurs qui aujourd'hui traitent une donnée dans leur base, données basées très généralement sur le KYC standard que nous connaissons, donc que ces données effectivement soient protégées. Mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin parce que la loi est là, elle a le mérite d'exister, mais à mon sens, elle n'est pas très complète parce qu'il y a encore des zones à compléter. Tout simplement parce qu'effectivement, quand on n'a pas l'expérience comment dirais-je, d'un marché mature,
on ne peut pas anticiper sur des lois des marchés matures qui, eux, ont eu des expériences là-dessus et qui ont des retours d'expérience et qui ont adapté leurs lois en conséquence. J'en veux pour preuve que la loi aujourd'hui au niveau de l'Europe, c'est une loi aussi dynamique parce que la technologie va trop vite. Et donc, ils ont adapté leur manière de légiférer en fonction de la technologie, par arrêté ou par décret. Voilà. Avant, ils faisaient des lois comme nous, mais ils ont compris que les lois, depuis 2008, ils ne font plus des lois parce que ça va trop vite. Et du coup, ils s'adaptent. Et je pense que nous devons, nous aussi, au niveau de la RDC, partager cette expérience et s'adapter aussi de manière à ce que sur la partie numérique, que le secteur numérique soit géré un peu différemment que les autres secteurs, parce que ça va tellement vite. Quand une fois que vous avez fait une loi, le temps de la voter, ça vous prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, et la technologie est déjà dépassée. Et donc, la loi, quand elle sort, elle est obsolète. Donc, c'est un peu ça le problème que nous avons. Mais la volonté véritablement est là. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est que les banques ont leurs régulateurs, okay, les télécoms ont leurs régulateurs, qui effectivement aussi ont des lois sur la protection des utilisateurs, et les fintechs qui dépendent aussi de la Banque centrale, qui est notre régulateur. Nous avons effectivement derrière des lois, enfin des règlements qui sont stricts sur l'utilisation des données de l'utilisateur. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'avoir les lois, c'est bien, mais maintenant, il faut faire le contrôle. Et c'est là où je pense que le terrain est relativement faible et où on doit accroître les contrôles de manière à ce que les personnes soient protégées. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci Albert. Une question qui porte sur la projection des volumes de transactions avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Moi, je compléterai cette question par la capacité de nos infrastructures en RDC, que ce soit des infrastructures de connectivité Internet ou bien GSM. Quelle est votre lecture et comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir dans les années, dans les 10 prochaines années, si jamais la finance numérique, il y a l'intelligence est-ce qu'on va adapter en termes de capacité nos infrastructures et nos solutions vis-à-vis des volumes qui vont naturellement. D'accord. Alors, merci pour la question. Moi, je suis très positif. Je suis très positif. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que on vient de lancer GoMix, qui est en fait le point de change de Go20. On a eu Kinix, on a eu Lushix, maintenant on vient de lancer GoMix. Donc, ce sont des points de change locaux. Ça veut dire en d'autres termes que sur les infrastructures Internet destinées en fait à l'ensemble de la population et même des entreprises, on commence à avoir un maillage local de transfert d'informations rapide, parce qu'effectivement, c'est une transmission très généralement au sol, qui permet de dégager de la capacité au niveau de la bande passante normale que nous utilisons pour Internet. Donc, ce qui est pour moi très important. Les télécoms en profitent, les banques en profitent. Ça veut dire, en d'autres termes estimés, si je veux t'envoyer un email de Kinshasa alors que tu es à Kinshasa, je ne monte pas sur Londres, je ne monte pas sur la France, je t'envoie directement de Kinshasa à Kinshasa. Et ça se fait déjà. Donc, ça veut pas. C'est une disruption qui fait qu'effectivement, derrière, la bande passante internationale que j'utilise, je l'utilise beaucoup moins. On a progressé là-dessus, et ça, ce sont les acteurs locaux qui ont poussé avec l'État et le régulateur, le régulateur également. Donc, oui, je suis confiant. Maintenant, il y a une chose importante à faire, et ça, c'est le gap. Oui, les infrastructures sont faibles quand on se regarde par rapport aux plus développés, mais regardons aussi par rapport aux ceux qui sont derrière nous et qui sont moins développés. Moi, j'ai pas à me flageller en tant que Congolais. Je pense qu'on peut optimiser avec les infrastructures que nous avons pour pouvoir développer notre économie. Et en fait, c'est l'innovation, c'est de l'intelligence tout simplement, d'adaptation. Je vous parle de couches hautes et de couches basses Internet. Si je parle de ça aux techniciens en Europe, ils ne comprennent pas parce qu'effectivement, ça, c'est une adaptation propre à nous parce que nous n'avons pas eu de téléphone fixe. Et donc, du coup, nous, on est passé directement sur le GSM et donc, il faut s'adapter.
Donc, oui, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que nous avons aussi une jeunesse qui est très, très, très dynamique, qui recherche, qui se recherche. Moi, j'en vois beaucoup je vois beaucoup des startups qui ont vraiment des bonnes idées. Et nous avons surtout une diaspora qui commence à revenir vers nous et qui commence à nous apporter effectivement leurs connaissances. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une fraîcheur nouvelle. Maintenant, il nous reste en fait l'État qui va, et je pense qu'ils ont commencé, à nous préparer le terrain. Vous voulez jouer au foot, c'est bien, mais il faut bien qu'il y ait le jardinier qui fasse la pelouse, quoi, pour que la balle puisse fuser. Donc, c'est ça, en fait. Donc, je reste confiant, d'ici 5-10 ans, ce pays, en fait, a une puissance que les autres n'ont pas. Non seulement il a l'espace, mais surtout il a la population. Quand vous avez une population, le leverage est… En fait, le levier, vous comparez la Côte d'Ivoire et le Congo, le levier du Congo est 3 fois, 4 fois le levier de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. On a mis Kinix, je vous donne juste un exemple pour terminer. Kinix qui était le point de change de Kinshasa, quand on a mis Kinix il y a 8 ans. On a placé Kinix, qui était le point de change. Le point de change, c'est là où tous les télécoms se connectent et là où, effectivement, Google vient mettre ses caches. Donc, mettre ses serveurs de manière à ce qu'effet, quand vous allez streamer ou quand vous allez sur Google, ça soit beaucoup plus rapide parce que le serveur est localement à Kinshasa. Et Kinix a commencé 3 mois plus tard. On nous a injuriés, on nous a dit oui, on est à la rue complètement. 3 mois plus tard, quand on a installé Kinix, le volume de transactions de Kinix était devenu 2 fois le volume du Rwanda. Rien qu'à Kinshasa. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu la masse critique que nous avons quand nous mettons en place une infrastructure. Donc voilà, c'est ça en fait mon espoir parce que je sais que nous avons cette masse critique et je sais que nous avons un espace. Et si on se lève vraiment en faisant, ça veut dire que je suis à Kinshasa, je dois faire 100%, je fais 2%. Ou 3%, je suis pratiquement à la même hauteur qu'un pays qui, lui, a vraiment boosté et est à 50% de ce qu'il doit faire. Donc, voilà un peu mon espoir là-dessus. D'accord, merci beaucoup Albert. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Je sais que le sujet est tout autant captivant que vaste. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je retiens une question, peut-être qu'on y répondra par email ou par écrit. Elle porte sur la preuve numérique en RDC en cas de litige. Je pense que c'est un débat qui pourrait s'ouvrir rien qu'à ce sujet. Mais comme nous sommes pris par le temps, nous allons refaire un petit tour de table du côté des panélistes pour que chacun dise un petit mot de la fin avant que nous passions la parole à Madame Singha pour clôturer. Donc, on peut repartir par toi-même, Albert, parce que tu es encore en visuel. Oui. Bon, écoutez, moi, je suis ravi. C'est une opportunité qui nous a été donnée de pouvoir parler de l'intelligence artificielle et surtout des fintech, parce que je suis une fintech. Et donc, je pense que aussi, c'est une ouverture aussi aux jeunes et ceux qui ne connaissent pas aussi ce marché. C'est un marché technique, parfois complexe, avec des jargons difficiles. Mais je suis certain, et ça, je le dis sans coup férir, je suis certain que le développement de la RDC passe par les fintech et passe par l'économie numérique financière. Si on ne se lance pas là-dessus, on va être à la rue. Et donc, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on y aille. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, vous êtes dans le sujet et continuons. Super. Jérémy? Oui. Alors, je crois que moi, je dirais que encore une fois, la partie menace, c'est ce qui revient vraiment le plus, même quand je vois avec les questions. Donc, je veux rassurer ici que il est vraiment important de savoir que la mutation des métiers, c'est un des points clés. Donc, la digitalisation va venir et on a vu par exemple le rôle des fintech par rapport aux banques. On remarque que ce soit les telcos ou les banques, tout le monde est de plus en plus ouvert à ce système. Et même pendant la crise de Covid, on l'a vu,
Donc, pour moi, aller vers le digital, c'est quelque chose de vital pour toutes les institutions financières. Donc, c'est ce que je dirais comme mot de conclusion et espérons qu'on aura un autre forum similaire très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Anissé? Oui, je voulais dire Anissé, je ne sais pas si quelqu'un entend Anissé, mais je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas non plus. On l'a perdu. Il n'est pas bien loin. On va peut-être le retirer plus tard, quand ça va être possible. Anissé? Dans ce cas, Madame Singa, je vais vous donner la parole pour le mot de clôture au nom du Bankers Club. Et puis, on verra si on pourra parler à Anissé un peu plus tard. Nous comprenons tous. Merci. Merci, estimé. Cette transformation digitale revient à dire que les banques ne vont pas s'inscrire à cet environnement important qui va manquer. Et ces banques ça semble être utopique, mais ces banques, dans toutes les conférences où on m'invite. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez pas? Voilà. Oui, on t'entend. OK. Ce que je voulais dire, excuse-moi, Félicité, c'est que je disais que l'intelligence artificielle est un impératif stratégique pour les entreprises. Et une entreprise sans stratégie n'est pas une entreprise. Ce qui revient à dire que les entreprises qui n'auront pas l'adoption de l'intelligence stratégique dans les 2 ou 3 années qui suivent viendront à disparaître. Quand nous disons ça comme ça paraît utopique, mais ces entreprises viendront à disparaître. La chance pour tous ceux qui travaillent dans le secteur bancaire ou dans la finance, c'est de se dire comment nous assurons cette transition. Quel type de formation avoir? J'ai vu l'un des piliers que Albert a présenté, qui est le Big Data Analytics. Il va falloir que les gens investissent et certifient dans les Big Data Analytics, parce que c'est l'un des gros piliers de digital banking et de digital en général. Donc, l'intelligence artificielle. Alors, je pense qu'il y a des métiers qui sont menacés. Je pense qu'il faudrait que les gens se fassent On a des problèmes de connexion avec Anissé, mais je crois qu'avoir compris l'essentiel de son message, si je peux le relayer, c'est que l'intelligence artificielle et la transition numérique sont des impératifs incontournables et que forcément, toutes les personnes, toutes les entreprises et toutes les organisations concernées sont appelées à effectuer cette transition par des formations de leurs ressources, par la réorganisation de leurs process, par la révision de leur offre sur le marché. Sinon, elles auront du mal à se maintenir sur ce marché qui est dans cette dynamique de la digitalisation via l'intelligence artificielle. Donc, sur ces mots, je vais donner la parole à Madame Singa pour son mot de la fin. Merci, estimé. Rapidement, hein, parce que nous sommes en dépassement du timing qui nous était imparti. On n'entend plus. Oui, je pense que décidément, on n'aura pas eu de la chance avec Mme Singa. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Là, on vous entend. OK.
Voilà. Deux, trois mots. Merci aux intervenants, Albert, Anissé et Jérémy. Merci aux modérateurs estimés. Au nom du Bankers Club, nous vous remercions et nous remercions également toutes les personnes qui ont participé à cet événement et qui ont eu à poser des questions. C'était très instructif. En fait, je voulais juste en quelques mots parler de The Bankers. The Bankers Club a été créé en 2019 à l'initiative de quelques banquiers qui se regroupaient de temps en temps pour discuter des problèmes d'actualité, des problèmes dans le secteur bancaire. Quand je dis le secteur bancaire, le secteur financier, on regroupe les banques, les institutions financières, et les institutions de microfinance et également les assurances, puisque les assurances étant un nouveau secteur qui peut être pris en compte dans le secteur financier. Et donc, le club, en fait, vise à stimuler les réflexions en discutant des sujets d'actualité entre acteurs de différents secteurs que je viens de citer. Quand on regarde un peu le slogan, c'est « It's about inspiring and empowering others », ce qui veut dire en français « inspirer et développer les acteurs des différents secteurs ». Depuis cette date, le club a organisé des conférences et des forums qui ont en gros parlé du secteur des assurances, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des dispositions en matière d'audit ou de bonne gouvernance, tout ce qui est légal ou réglementaire, on a mis ça sur la table. Nous avons parlé Je crois qu'on l'a perdu. Oui, je pense que nous avons perdu Madame Singa. Bon, voilà, on ne va pas abuser plus longtemps de votre temps et nous vous remercions d'avoir pris le temps. Sympathisants. Oui. Le club regroupe à peu près plus de 240 participants et presque 6000 abonnés sur les réseaux sociaux. Certains me posent la question, mais quel est l'objectif, quelle est la mission du club? En fait, c'est créer un réseau de rencontres entre les acteurs qui sont dans les différents secteurs dont j'ai parlé, finance, assurance, institutions de microfinance, inspirer les plus jeunes en les encadrant, encadrer les jeunes, c'est-à-dire que voir dans quelle mesure on peut les assister dans leur carrière en faisant du mentoring, maximiser le développement professionnel en partageant les expériences et les expériences et les compétences et les connaissances, et cela à travers des réunions, des conférences, des séminaires de formation. En gros, c'est un peu cela. Et Voilà. Ça va dire. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on va gentiment clôturer. Comme je disais, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Merci au Bankers Club pour l'organisation. Merci aux panélistes pour vos brillants exposés. Et je pense qu'on va se retrouver très vite à l'occasion d'autres sessions sur les thématiques qui concernent la finance digitale, l'intelligence artificielle et nous permettre ainsi d'approfondir un peu notre compréhension de ce nouveau paradigme. En vous souhaitant un bon week-end, je vous dis au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bon week-end à tous. Bye bye.